L'ordre sec fendit l'air du soir, figeant Amani Carter sur place. Quelques instants plus tôt, elle rentrait chez elle à pied, songeant à son avenir à l'université Howard. Maintenant, elle fixait les canons des policiers, accusés d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Son cœur battait fort et elle voulait s'expliquer, leur montrer sa carte d'identité et leur dire la vérité. Mais leur regard lui disait que cela n'aurait aucune importance. Lorsqu'ils ont trouvé le badge dans son sac, celui avec l'emblème de la CIA, tout a basculé. Personne n'a vu venir la suite. Ce qui allait ébranler tout le système. Restez à l'écoute, car cette histoire est incroyable. À 18 ans, Amani Carter terminait sa dernière année à Benjamin Banné avec mention très bien. Elle venait d'être acceptée à l'université Howard grâce à une généreuse bourse, l'université de ses rêves située au cœur de la ville qu'elle aimait tant. C'était début avril, et elle avait prévu de fêter son admission avec sa mère le soir même, et peut-être même d'inviter Dana à dîner dans un restaurant familial du coin. Cet après-midi fatidique, Amani quitta l'école plus tard que d'habitude après être restée pour une réunion d'urgence du club de débat. Elle prit le bus habituel, le numéro 7, qui sillonnait certaines des rues les plus fréquentées du nord-ouest de Washington. Amani portait toujours un sac à dos rempli d'épais manuels physique, calcul, gouvernement américain et une pochette séparée contenant son ordinateur portable. Discrètement dissimulé dans un compartiment caché de cette pochette se trouvait un petit badge d'identification. Il portait le nom, Amani Carter, et l'emblème gravé dans un coin était l'emblème reconnaissable entre mille de la CIA. Ce badge lui avait été remis quelques mois auparavant, dernière étape avant son inscription définitive à un programme de formation prolongé l'été suivant. Le trajet en bus se déroula sans incident, un groupe d'étudiants endormis, d'employés de bureau et de parents épuisés rentrant chez eux. Amani descendit près de Brightwood, avec l'intention de parcourir à pied les quelques pâtés de maisons restants. C'était presque le crépuscule, le ciel se teintait d'un orangé rosé tandis que le soleil descendait à l'horizon. C'est alors que l'incident se produisit. Un brouhaha soudain au coin de la rue attira son attention. 3 voitures de police avaient convergé devant la supérette délabrée qu'Amani croisait souvent en rentrant chez elle. Leurs gyrophares clignotaient en rouge et bleu vif, colorant la ruelle d'une couleur désorientante. Amani sentit son estomac se nouer, quelque chose clochait. Même de loin, elle percevait la tension dans les postures des policiers. Leurs voix s'élevaient en cris de colère, bien qu'Amani ne puisse les distinguer de là où elle se trouvait. Prudemment, elle tenta de contourner le brouhaha, mais avant qu'elle ne puisse disparaître derrière le pâté de maison suivant, une voix hurla, « Eh, vous! Arrêtez-vous » Elle se figea, incertaine que le cri lui soit adressé. Un deuxième appel confirma, « Toi, la fille à capuche, lève les mains. » Le cœur d'Amani battait fort. Elle ne portait rien d'extraordinaire, un sweat à capuche noire usée, un jean, son sac à dos en bandoulière. C'était sa tenue habituelle. Pourtant, la peur la submergeait tandis qu'elle levait lentement les mains, scrutant les alentours pour voir si quelqu'un interviendrait. 2 badauds se tenaient à distance, filmant la scène avec leur téléphone. 2 policiers s'approchèrent, les mains déjà sur la crosse de leurs armes de poing. Le plus âgé, portant le nom d'O'Donnell sur son badge, la fusilla du regard. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. La voix d'Amani tremblait, malgré ses efforts pour rester calme. « Je rentre chez moi. J'habite à quelques rues d'ici. » Le jeune policier, surnommé Marston, intervint, « Nous recherchons des suspects pour un vol qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Vous correspondez à la description. » La confusion envahit Amani. Elle ne parvenait pas à imaginer comment elle pouvait correspondre à une description. Elle avait passé la journée à l'école, et de nombreux camarades et professeurs pouvaient se porter garant de son lieu de résidence. « Je ne discute pas » rétorqua l'agent O'Donnell. « On peut faire ça facilement ou à la dure. » La panique la tenaillait. Amani voulait faire valoir ses droits, mais elle se souvenait des avertissements de sa mère concernant les relations avec la police, gardez une voix calme. Ne faites pas de mouvements brusques. Ne discutez pas, car il pourrait vous considérer comme une menace. Elle hocha la tête en silence. Marston tira les bras d'Amani derrière son dos, lui serrant les poignets plus fort que nécessaire. Amani grimaça tandis qu'O'Donnell fouillait rapidement dans son sac à dos. Il fouilla son manuel de physique, sa boîte à lunch, son carnet rempli de notes du club de débat, puis trouva la pochette de l'ordinateur. Il l'ouvrit, fronçant les sourcils à la vue du badge de stage de la CIA d'Amani. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en brandissant la petite carte d'identité comme s'il s'agissait d'un objet de contrebande. Le cerveau d'Amani se brouillait.
Elle voulait garder son stage secret, conformément à l'accord de confidentialité, mais pour l'instant, c'était la seule chose qui pouvait prouver qu'elle n'était pas une suspecte quelconque. C'est une carte de stage du gouvernement, dit-elle doucement. O'Donnell laissa échapper un grognement. N'insultez pas notre intelligence, grogna-t-il. C'est un faux badge que vous avez fait imprimer. Vous vous croyez malin. Avant qu'Amani puisse répondre, O'Donnell referma la pochette et empocha le badge. On vérifiera ça au poste, murmura-t-il en poussant Amani à l'arrière d'une voiture de police. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle savait que c'était grave, très grave. Sa mère serait morte d'inquiétude, et la plus grande crainte d'Amani était de finir dans les statistiques, un nom de plus sur la longue liste de personnes de couleur injustement détenues ou maltraitées par les forces de l'ordre. Elle imaginait déjà les gros titres, un étudiant prometteur accusé de vol mais personne ne se soucierait suffisamment de les imprimer. L'agent claqua la portière, le bruit résonnant dans la poitrine d'Amani comme le coup de marteau d'un juge. Elle essaya de respirer, de garder son calme, se disant qu'il s'agissait d'un horrible malentendu qui serait résolu une fois qu'ils auraient vérifié son dossier scolaire ou parlé à ses professeurs. Mais alors que la voiture de police s'éloignait, Amani vit l'avenir dont elle avait rêvé à l'université Howard, le stage à la CIA, tout son projet de vie suspendu, sur le point de lui filer entre les doigts. Les heures passèrent dans un flou d'humiliation et de peur. Amani était assise sur un banc de métal froid au commissariat, les joues humides de larmes qu'elle tentait d'essuyer avec son épaule, les mains menottées dans le dos. Les agents O'Donnell et Marston allaient et venaient, parfois la regardant avec mépris en passant, parfois l'ignorant complètement. Elle ignorait totalement ce qui se passait de l'autre côté de cette porte verrouillée, cherchait-il réellement des preuves de son implication dans le vol présumé ou tentait-il simplement de gagner du temps? Au fond d'elle-même, Amani s'accrochait à l'espoir qu'il finirait par la laisser passer un coup de fil. Elle répétait mentalement le numéro de sa mère, un mantra qu'elle connaissait depuis qu'elle savait parler, 225-555-4937. Elle pourrait le réciter dans son sommeil. Finalement, une policière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une femme noire d'un certain âge nommée l'inspectrice Morgan, entra dans la zone de détention. Elle examina Amani, ses yeux étincelants d'une lueur qui ressemblait peut-être à de l'empathie. « Très bien, mademoiselle Carter, nous allons vous enregistrer », dit doucement l'inspectrice Morgan en cherchant une clé dans sa poche. Amani poussa un léger soupir de soulagement lorsqu'on lui retira ses menottes pour qu'on puisse prendre ses empreintes digitales et la photographier. Les néons au-dessus de sa tête rendaient tout irréel, comme si Amani était plongée dans un cauchemar. Elle essaya de former des mots pour demander si elle pouvait appeler sa mère, mais la boule dans sa gorge lui rendait la tâche difficile. L'inspectrice Morgan a dû sentir la détresse d'Amani, car elle a fait un geste vers un téléphone posé sur un bureau voisin. « Quand on aura terminé, je vous laisserai passer un appel. » Ces quelques mots furent comme une bouée de sauvetage. Amani hocha la tête, retenant ses larmes. Elle sentait encore le regard de certains policiers qui se tenaient à proximité. Elle n'ignorait pas qu'elle était jeune, noire et de sexe féminin et que, pour trop de membres des forces de l'ordre, cela suffisait à éveiller les soupçons. Une fois les empreintes prises, Amani fut escortée jusqu'à un téléphone. L'inspecteur Morgan se tenait à proximité, discrètement hors de portée de voix. Amani composa le numéro de son domicile, le cœur battant la chamade. À la 4e sonnerie, Dana décrocha. « Bonjour. » « Maman », la voix d'Amani se brisa dès qu'elle entendit celle de sa mère. « Ils m'ont arrêté. » Elle entendit le halètement de Dana. « Arrêté, Amani ? Que s'est-il passé ? Où es-tu » Les explications d'Amani jaillirent par à-coups, le magasin, la police, la fausse accusation. Dana l'interrompit non pas avec colère, mais avec urgence et lui dit de rester calme. « J'arrive. »« J'appelle Monsieur Klein, » dit-elle. Monsieur Klein était un vieil ami de la famille, un avocat local exerçant dans un petit cabinet, qui avait déjà aidé les Carter sur des questions juridiques. L'appel fut interrompu, mais Amani se sentit un peu mieux, sachant que de l'aide arrivait. Au cours des heures suivantes, Amani a été interrogé par l'agent O'Donnell. L'agent Marston a insisté sur le fait qu'un témoin oculaire avait affirmé qu'une personne correspondant à la description d'Amani avait eu un comportement suspect près de l'épicerie plus tôt dans la journée. Ils ont également souligné sa présence près des lieux comme preuve d'une possible implication. Amani a expliqué à maintes reprises qu'elle était à l'école lors du vol présumé, mais ses supplications sont restées lettre morte. Chaque fois qu'elle essayait de mettre en avant son assiduité irréprochable ou de mentionner que ses professeurs pourraient confirmer sa présence, les agents ricanaient ou levaient les yeux au ciel.
Il se moquait de son prétendu faux badge de la CIA. Quoi qu'Amani dise, elle avait l'impression de sombrer dans des sables mouvants. Chaque explication était accueillie avec hostilité et incrédulité. À minuit, Amani était épuisée, physiquement et émotionnellement. L'inspectrice Morgan arriva avec un petit paquet de chips et une bouteille d'eau. Elle les lui tendit sans un mot. Bien qu'Amani fût reconnaissante, elle ne pouvait ignorer que Morgan, elle aussi, la prenait pour une adolescente délinquante comme les autres, peut-être l'inspectrice était-elle simplement plus polie. Peu après, M. Klein arriva, accompagné de Dana. Amani n'avait jamais été aussi soulagée de voir deux visages familiers. Dana paraissait affolée, ses tresses habituellement soignées frisaient, les yeux cernés de larmes. Elle se précipita vers Amani, les bras ouverts pour la serrer dans ses bras, mais fut gentiment arrêtée par un agent en uniforme. Amani adressa à sa mère un sourire crispé et tremblant de loin. M. Klein s'avança. C'était un homme blanc d'âge moyen, aimable et intelligent. Il se présenta à l'inspecteur Morgan, puis se tourna vers Amani. « Ne dites plus rien sans ma présence, murmura-t-il. Amani hocha la tête, reconnaissante de ses conseils. Klein exigea de voir les preuves contre Amani. L'agent O'Donnell fit de vagues allusions aux soi-disant témoins oculaires. Monsieur Klein demanda à voir les images des caméras de sécurité du magasin. Les agents prétendirent qu'elles étaient en cours de visionnage, mais Amani soupçonna qu'ils cherchaient à gagner du temps, car elle ne la montrerait pas du tout. Finalement, Amani fut placée en état d'arrestation, accusée de vol et sa comparution en justice était prévue dans quelques jours. La gravité de cet instant frappa Amani avec force. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Les bras de sa mère finirent par la libérer, et Amani fondit en larmes. Elle comprit, à cet instant, qu'elle s'engageait dans un labyrinthe d'ennuis judiciaires qu'elle ne méritait pas. L'inspecteur Morgan escorta Amani jusqu'à une cellule en s'excusant. Comme Amani était techniquement majeure depuis quelques mois seulement, elle fut placée en cellule de détention provisoire avec d'autres détenues adultes, dont certaines la regardaient avec curiosité. Amani s'affala sur un banc, les bras serrés contre sa poitrine dans une vaine tentative de se protéger. Elle ne cessait de penser à son badge de la CIA. Si elle pouvait simplement parler à quelqu'un d'assez haut placé au sein de l'agence pour confirmer son statut de stagiaire, peut-être que tout cela pourrait être éclairci. Mais Amani se souvenait aussi des accords de confidentialité qu'elle avait signés. L'agence reconnaîtrait-elle seulement son implication? La protégerait-elle, ou prendrait-elle ses distances? Alors que la porte d'acier se refermait avec fracas, Amani fixait la peinture écaillée sur le mur du fond, l'estomac noué. Elle ne s'inquiétait pas seulement des conséquences juridiques, mais aussi de l'avenir qu'elle avait tant travaillé à construire. Un instant d'angoisse traversa son esprit. Peut-être son admission à Howard pourrait-elle être révoquée si elle avait un casier judiciaire. Ou la CIA pourrait-elle mettre fin à son stage pour éviter une mauvaise publicité. Tant de cauchemars lui traversèrent l'esprit, et aucun ne se termina bien. La nuit s'éternisa, lui paraissant interminable. Amani essaya de se reposer, mais chaque fois qu'elle s'assoupissait, elle se réveillait en sursaut au son des clés qui s'entrechoquaient ou des autres détenus qui traînaient les pieds. Le visage en larmes de sa mère flottait dans ses pensées, alimentant les larmes d'Amani. Bien qu'elle s'efforçât de ne pas pleurer devant des inconnus, elle se demandait si le lendemain lui apporterait l'exonération qu'elle désirait tant ou si cela ne ferait que resserrer l'étau autour de son cou. 2 jours plus tard, Amani se retrouva à l'arrière d'un fourgon de police, les mains menottées devant elle, en route vers le palais de justice fédéral Barrett-Prétiment, dans le centre de Washington, pour sa comparution. Le bâtiment lui-même lui avait toujours semblé majestueux et imposant. Elle se souvenait y être passée lors de sorties scolaires ou en explorant la ville avec sa mère. Maintenant, elle s'en approchait enchaînée. Sa mère et M. Klein s'étaient battus pour obtenir sa libération sous caution, mais le juge de l'audience préliminaire ne semblait pas convaincu par les protestations d'innocence d'Amani, d'autant plus que l'accusation, représentée par un procureur adjoint étrangement agressif, soutenait qu'Amani risquait de s'enfuir en raison de ses papiers d'identité douteux. Amani a donc passé 2 nuits en détention dans le comté, une expérience éprouvante pour une jeune fille de 18 ans qui n'avait rien fait de mal. Pendant ce temps, Amani avait entendu des commentaires au sujet des 2 policiers qui avaient procédé à l'arrestation, O'Donnell et Marsden. Certains détenus plus âgés murmuraient que ces policiers avaient l'habitude de malmener les suspects et de falsifier des rapports, notamment dans les affaires impliquant de jeunes hommes et femmes noirs à Washington. Amani sentit une nouvelle forme de colère l'envahir. Elle se jura que si jamais elle sortait de ce pétrin, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour dénoncer toute corruption qui se cachait sous la surface.
Monsieur Klein a rendu visite à Amani en prison la veille au soir. J'ai demandé les images de surveillance de la supérette, lui a-t-il dit à voix basse à travers la vitre de sécurité. Ils prétendent que les images ne sont pas disponibles parce que les caméras étaient hors service. On va continuer à creuser. Il doit y avoir un autre moyen de prouver votre alibi. Amani hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Mes relevés scolaires, dit-elle. Ils montreront que j'étais en classe. C'est le prochain point sur ma liste, lui assura Monsieur Klein. J'ai votre registre de présence. Nous avons les déclarations de vos professeurs, de votre équipe de débat, du chauffeur de bus si nous pouvons les faire parler. Le problème, c'est que l'accusation s'appuie fortement sur le témoignage d'un témoin oculaire. Il va falloir le discréditer ou prouver que le témoin se trompe ou ment. Amani appuya son front contre la vitre. J'ai juste peur, admit-elle. Et si ça ne suffisait pas? Le regard de Monsieur Klein était empreint de compassion. On fera tout ce qu'on peut. Tenez bon. En approchant du tribunal fédéral, Amani ne put s'empêcher de remarquer la foule de journalistes locaux, leurs caméras postées près de l'entrée. Elle entendit un adjoint mentionner une affaire très médiatisée également au rôle ce jour-là, un grand scandale politique qui avait attiré l'attention des médias. Amani espérait ardemment que personne ne se soucierait d'elle au point de braquer ses caméras sur elle. La dernière chose qu'elle souhaitait était de devenir un spectacle médiatique. On la conduisit dans un couloir stérile, où elle attendit avec d'autres détenus leur tour devant le juge. Davina était dans la galerie. Amani savait que Monsieur Klein serait à ses côtés dès leur entrée dans la salle d'audience. Amani essaya de calmer sa respiration, repassant mentalement les faits comme une répétition de débat. Elle imagina des points clés, j'étais à l'école toute la journée, j'ai des témoins enseignants, élèves, personnel les caméras du magasin devraient montrer mon absence, la carte de stage de la CIA est authentique, pas fausse. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la possibilité terrifiante que son affiliation à la CIA ne soit jamais confirmée publiquement si l'agence décidait de la tenir à distance. Finalement, le nom d'Amani fut appelé. Elle fut escortée dans la salle d'audience, le cœur battant si fort qu'elle crut que tout le monde l'entendait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et aperçut sa mère au premier rang, les yeux gonflés par les pleurs mais résolus, les mains jointes sur ses genoux. Monsieur Klein fit un signe de tête à Amani pour l'encourager silencieusement. La juge, une femme au visage sévère et à la prestance imposante, a demandé à Amani de s'approcher avec son avocat. La procureure adjointe, Mademoiselle Branson, une femme ambitieuse d'une trentaine d'années, a commencé à exposer les chefs d'accusation. L'accusé, Amani Carter, est accusé d'avoir participé à un vol à main armée dans une supérette située à l'angle de la 3e et de Jefferson. Un témoin oculaire l'a localisée sur les lieux et elle a été retrouvée en train de fuir les lieux peu après le crime. Nous demandons que les poursuites soient engagées et que la libération sous caution reste refusée, compte tenu du caractère suspect de la pièce d'identité officielle trouvée sur elle. Le pouls d'Amani sifflait à ses oreilles. Les mots « vol à main armée » lui retournèrent l'estomac. Elle n'avait jamais touché une arme de sa vie. C'était de la folie. Monsieur Klein s'avança, la voix claire et résolue. Votre honneur, il s'agit d'un grave malentendu. Ma cliente clame son innocence. Elle était à l'école toute la journée, participant à des activités encadrées. Nous avons plus d'une douzaine de personnes prêtes à témoigner de ce fait. De plus, la pièce d'identité de Mademoiselle Carter n'est pas fausse. Elle est inscrite à un stage officiel légal, ce qui peut être vérifié. Mademoiselle Branson haussa un sourcil, détournant son regard de Monsieur Klein vers Amani. Vérifié par qui, demanda-t-elle. L'accusé refuse de nommer le contact qui lui a fourni ce soi-disant badge de la CIA. L'estomac d'Amani se serra. Elle a tenté d'expliquer aux agents l'existence de son contact à la CIA, une agente de liaison nommée Mademoiselle Harrington, qui supervisait le programme de sensibilisation des personnes à haut potentiel. Cependant, Mademoiselle Harrington avait fait signer à Amani des documents stipulant qu'elle ne révélerait jamais les détails du programme sans l'accord préalable de l'agence. Amani avait appelé Mademoiselle Harrington depuis la prison, mais n'avait eu accès qu'à sa messagerie vocale, laissant un message désespéré et chuchoté, espérant une intervention de l'agence. La juge tapota légèrement son marteau. Je ne nierai pas que la situation est inhabituelle. Cependant, Mademoiselle Carter n'a que 18 ans, n'a aucun antécédent judiciaire et semble avoir des liens étroits avec cette communauté. Je suis disposé à accorder la libération sous caution si la défense peut fournir des preuves crédibles de son identité et de son stage. Klein s'éclaircit la gorge.
Nous demandons une courte suspension d'audience, votre honneur, afin de recueillir des informations supplémentaires. Le juge réfléchit un instant. Très bien, nous nous réunirons à nouveau dans 2 jours. Mademoiselle Carter restera en détention jusqu'à cette date, à moins que la défense ne fournisse immédiatement la preuve de son affiliation à la CIA ou une caution. Prochaine affaire. Sur ce, Amani fut guidée vers la sortie, les larmes aux yeux. Dana tenta de s'élancer, mais la sécurité la retint. Le cœur d'Amani se serra davantage, elle était si proche d'être libérée, et pourtant toujours enfermée dans une cage. Chaque jour qui passait lui semblait un nouveau PAN de son avenir qui s'effondrait. De retour en zone de détention, épuisée, Amani se prit la tête dans les mains, essayant d'ignorer le cliquetis humiliant du portail de la cellule. Elle devait trouver un moyen d'obtenir l'intervention de la CIA. Sa plus grande inquiétude était que l'agence ne veuille pas attirer l'attention du public sur un agent mineur ou un stagiaire disposant d'une habilitation minimale. Sa pause arriva tard ce soir-là, réveillée par un garde qui lui annonçait une visite. Se frottant les yeux, Amani se dirigea vers la salle de visite, où, derrière le plexiglas, était assise une femme en tailleur bleu marine impeccable, les cheveux tirés en arrière. Amani écarquilla les yeux en reconnaissant mademoiselle Harrington, son agent de liaison à la CIA. Amani, dit doucement mademoiselle Harrington, d'une voix douce. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir plus tôt. Amani s'installa rapidement sur le siège et décrocha le combiné. Dieu merci, vous êtes venu. Ils pensent que j'ai cambriolé ce magasin. Ils ne croiront pas que ma carte d'identité est authentique. Ils m'accusent de vol à main armée, dit-elle d'une voix brisée. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Mademoiselle Harrington hocha la tête. Je vais faire ce que je peux. C'est une affaire délicate. J'ai été autorisé à confirmer votre stage au juge, mais c'est tout. Ce n'est pas comme ça que nous aimons traiter ce genre de questions, mais vu les circonstances, votre liberté est plus importante. Elle marqua une pause, scrutant le visage las d'Amani. Tu n'aurais jamais dû être arrêté. Amani expira lentement, des larmes de soulagement menaçant de couler. Elle voulut saisir la main de mademoiselle Harrington, mais la barrière en plexiglas l'en empêcha. Merci, murmura-t-elle. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Le lendemain, Amani fut informée que mademoiselle Harrington avait fourni une déclaration officielle attestant de son implication dans le programme de sensibilisation au potentiel de la CIA. Cette déclaration incluait même la lettre d'acceptation d'Amani, expurgée d'informations sensibles. Fort de ces documents, M. Klein demanda une audience d'urgence. Le juge, convaincu par ces preuves officielles, accorda la libération sous caution à Amani. Alors qu'Amani émergeait sur les marches du tribunal, sa mère l'enlaça si fort qu'elle en eut presque le souffle coupé. Les journalistes présents pour cette affaire politique très médiatisée prirent quelques photos d'Amani et de sa mère, mais Amani garda la tête basse. Elle avait juste envie de rentrer chez elle, de prendre une douche chaude et de dormir dans son lit. Mais même en repartant avec Dana, Amani savait que la situation était loin d'être terminée. Elle devait encore revenir pour une audience complète. Le procès officiel était prévu pour la semaine suivante. Ce soir-là, Amani était assise sur le canapé usé du salon, M. Klein en face d'elle et de Dana. Une pile de papier était posée sur la table basse. Dana offrit une tasse de café à M. Klein, qui l'accepta avec un sourire las. Voici le plan, dit doucement Klein en ajoutant du sucre. L'accusation construit toute son affaire sur ce prétendu témoin oculaire, plus le fait qu'Amani se trouvait près du magasin à ce moment-là. Nous répliquerons avec ses attestations de présence scolaire auprès de ses professeurs et le fait qu'elle soit descendue du bus près du magasin ce jour-là par hasard. Nous montrerons les relevés de temps du trajet de bus, la feuille de sortie de sa réunion de débat au tout. Nous mettrons également en avant la déclaration sous serment de mademoiselle Harrington prouvant que le stage d'Amani à la CIA est réel, ce qui contribuera à démentir l'argument selon lequel sa carte d'identité était fausse. Ce qu'il nous faut, cependant, c'est mettre en lumière les failles du récit de leur témoin oculaire. Les caméras du magasin auraient été endommagées, il n'existe donc aucune preuve vidéo directe. Cela rend le témoignage oculaire encore plus crucial. Si nous parvenons à le discréditer, l'accusation risque de s'effondrer. Amani écoutait attentivement, son regard oscillant entre M. Klein et sa mère. Dana serra la main d'Amani en signe de soutien moral. Le cœur d'Amani battait fort à l'idée de passer par un véritable procès, avec témoignage et contre-interrogatoire. Mais elle savait que c'était sa seule chance de laver son honneur.
Se posait ensuite la question de son affiliation à la CIA. L'agence l'avait aidé à obtenir sa libération sous caution, mais Amani ignorait ce qu'il ferait de plus. Mademoiselle Harrington lui avait conseillé de cacher son badge aux médias, mais Amani pressentait qu'une fois à la barre, tout serait dévoilé. Le poids de cette certitude pesait sur son esprit. Pourtant, Amani ressentait une vague de détermination. Elle ne se battait pas seulement pour sa propre liberté, mais pour son avenir, pour le principe selon lequel la justice ne doit pas être si facilement compromise par les préjugés. Elle savait aussi que les agents O'Donnell et Marsden devaient répondre de leurs actes, même si elle ignorait comment procéder. Amani a juré qu'elle ne laisserait pas passer l'affaire. Une fois son nom lavé, elle veillerait à ce que justice soit faite. Le jour du procès arriva dans un tourbillon de tension et d'espoir. Amani se réveilla le cœur battant comme un oiseau pris au piège. Vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'un pantalon noir, sa mère s'occupant de ses cheveux pour s'assurer que chaque boucle était bien en place. Tout le trajet jusqu'au palais de justice se déroula en silence, à l'exception de la respiration saccadée d'Amani et des mouvements anxieux de Dena qui tripotait les bords de son sac à main. Devant le tribunal, Amani aperçut le même groupe de journalistes. Ils semblaient davantage concentrés sur le scandale politique en cours, mais quelques-uns reconnurent Amani comme l'adolescente imitatrice de la CIA, titre sensationnel d'un tabloïd paru la veille. Des flashs se déclenchèrent et, instinctivement, Amani baissa la tête et entra dans le bâtiment. Monsieur Klein les accueillit dans le couloir. « Prêt ?» demanda-t-il, même s'il lisait la peur dans les yeux d'Amani. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. Ils entrèrent tous les trois dans la salle d'audience, qui était plutôt pleine. Amani aperçut mademoiselle Harrington, discrètement assise au fond. Ce simple fait rassura Amani. Le juge entra et tout le monde se leva. Une fois assise, mademoiselle Branson, procureure adjointe, ne perdit pas de temps. Elle fit une déclaration d'ouverture pleine d'assurance, décrivant Amani comme une jeune femme rusée qui avait menti sur ses qualifications gouvernementales, exploité sa jeunesse pour échapper aux soupçons et orchestré un braquage qui avait permis de récupérer quelques milliers de dollars dans la caisse du magasin. Elle a ensuite appelé l'agent O'Donnell à témoigner au sujet de l'arrestation. O'Donnell a témoigné avec une indignation justifiée. Il a décrit comment Amani rôdait de manière suspecte près de la scène de crime, comment elle avait tenté de fuir et comment elle avait présenté un faux badge de la CIA lors de son interrogatoire. En écoutant son témoignage, Amani serra les poings sous la table. L'agent déformait ouvertement la vérité. Elle se souvenait qu'il ne lui avait jamais laissé l'occasion de s'expliquer. Ironiquement, elle avait tenté de garder son calme, voulant obtempérer et éviter l'escalade, mais le récit d'O'Donnell la présentait comme hostile et trompeuse. Ensuite, mademoiselle Branson appela le témoin oculaire, un homme d'âge moyen nommé Travis Brown. Il s'avança, vêtu d'une chemise froissée, le regard nerveux. Amani l'observa, bien qu'elle n'ait jamais vu cet homme auparavant. À l'instigation de mademoiselle Branson, Brown affirma avoir vu Amani sortir précipitamment du magasin juste après le déclenchement de l'alarme. Le cœur d'Amani battait la chamade. C'était un mensonge éhonté. Elle n'était jamais entrée dans le magasin ce jour-là. Lorsque M. Klein eut son tour, il contre-interrogea Brown avec une intensité mesurée. « Monsieur Brown, commença-t-il, vous prétendez avoir vu ma cliente, mademoiselle Carter, sortir du magasin juste après le déclenchement de l'alarme, n'est-ce pas ?» Brown hocha vigoureusement la tête, mais refusa de croiser le regard d'Amani. « Oui, c'est exact. Que faisiez-vous dans le coin à ce moment-là » Brown hésita. « Je passais juste par là. Je venais de sortir fumer après mon travail au garage en bas de la rue. » Klein feuilleta quelques papiers. « Le garage Goodwin, c'est ça ?» Brown hocha la tête. « Oui. »« C'est fermé le lundi, n'est-ce pas ?» insista Klein. Un murmure parcourut la galerie tandis que Brown déglutissait difficilement. « Enfin, c'était la veille. » La chronologie est, je confonds peut-être les jours, balbutia-t-il. Klein poursuivit, donc, votre déclaration à la police selon laquelle vous avez vu mademoiselle Carter lundi, le jour du cambriolage, était inexacte ? Ou peut-être ne l'avez-vous jamais vue du tout ? Brown hésita, lançant un regard noir à mademoiselle Branson pour l'avertir. Le procureur adjoint lui lança un regard noir, mais le mal était fait. Tout le monde voyait les failles se former dans son témoignage. Klein a ensuite présenté l'alibi en béton d'Amani, des déclarations sous serment signées par ses professeurs confirmant sa présence toute la journée, des déclarations de camarades de classe l'ayant vu monter dans le bus après sa réunion de débat,
et un rapport des transports en commun attestant qu'Amani avait utilisé sa carte étudiante à une heure précise, ce qui corroborait sa version des faits. Le juge s'est penché en avant, l'intérêt grandissant. Finalement, Mademoiselle Harrington fut appelée à la barre. Elle confirma qu'Amani faisait bien partie d'un programme de sensibilisation légitime de la CIA et expliqua, avec prudence mais fermeté, que son badge n'était pas un faux. La tension était palpable dans la salle d'audience. Bien que Mademoiselle Harrington n'ait pas révélé l'étendue de la formation d'Amani ni l'intérêt de l'agence pour ses compétences, elle a fourni suffisamment de détails pour réfuter les accusations de l'accusation selon lesquelles Amani était une imposteuse. En quittant la barre, Amani a ressenti un soulagement mêlé de colère. Toute l'accusation s'était attachée à la dépeindre comme une menteuse et une voleuse, mais voici une preuve concrète de son intégrité. Elle se demandait si Mademoiselle Branson allait reculer ou redoubler d'efforts dans un ultime effort. Mademoiselle Branson, dans une ultime tentative pour sauver l'affaire, a réessayé. Votre honneur, même si le stage de Mademoiselle Carter à la CIA est réel, cela n'exclut pas la possibilité qu'elle ait commis ce crime. Nous avons un témoin oculaire. La juge s'éclaircit la gorge, les yeux plissés. Un témoin oculaire dont le témoignage est truffé d'incohérences et dont la date de présence dans les environs ne correspond pas au jour d'ouverture du magasin. Maître, avez-vous d'autres preuves à fournir? Mademoiselle Branson jeta un coup d'œil à ses notes, le visage crispé. Pour l'instant, non, votre honneur. Le regard du juge se porta sur Amani, puis sur le jury, et enfin sur Mademoiselle Branson. En l'absence de preuves crédibles liant Mademoiselle Carter au vol, et compte tenu de l'alibi convaincant de la défense, je ne vois aucune raison de poursuivre ces accusations. Affaire classée. Le coup de marteau résonna dans la salle silencieuse. Un instant plus tard, Amani halta, les larmes ruisselant sur son visage lorsqu'elle réalisa qu'elle était libre. Dana laissa échapper un sanglot de soulagement. Les journalistes au fond de la salle commencèrent à prendre des photos et des notes à toute vitesse. Monsieur Klein serra Amani par l'épaule en murmurant « C'est fini ». Mais Amani sentait que ce n'était vraiment fini que lorsqu'O'Donnell et Marston subiraient les conséquences de leur arrestation agressive et injustifiée. Pour l'instant, cependant, elle avait au moins recouvré sa liberté. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle d'audience, un élan de triomphe et de colère la submergea. Les gens se pressaient autour d'elle, certains la félicitant, d'autres prenant des photos. Amani remarqua Mademoiselle Harrington s'éclipser discrètement, ne voulant pas attirer l'attention. Amani croisa son regard un bref instant, hochant la tête en signe de gratitude. Avant qu'Amani puisse sortir, un silence soudain s'abattit sur la foule dans le couloir. O'Donnell et Marston se tenaient près de l'ascenseur, parlant à voix basse et pressante avec Mademoiselle Branson. Leur visage était sombre. À cet instant, une rumeur qu'elle avait entendue en prison revint à l'esprit d'Amani, ses agents avaient déjà agi de la sorte. Elle se souvint des histoires passées sous silence, selon lesquelles ils falsifiaient des preuves ou utilisaient de faux témoins pour obtenir des condamnations. Monsieur Klein, remarquant le regard d'Amani, lui toucha le bras. « Ça vaut peut-être la peine d'y jeter un œil, murmura-t-il. Mais concentrons-nous d'abord sur votre bien-être. » Amani hocha la tête, mais elle gardait ce souvenir en mémoire. Elle n'oublierait pas. Sur les marches du tribunal, Amani a été prise en embuscade par des journalistes qui lui lançaient des questions. Un journaliste d'une station locale lui a demandé « Mademoiselle Carter, quel effet cela fait-il de voir vos charges abandonnées? Êtes-vous vraiment membre de la CIA ?» Amani cligna des yeux, incertaine de la réponse à donner. Monsieur Klein intervint et lança une déclaration toute faite, Amani était une jeune femme innocente, mal identifiée. La justice a fonctionné. Amani lui offrit un bref sourire, puis se laissa guider par Dana. Plus tard dans la journée, Amani se retrouva chez elle, blottie sous une couverture avec une tasse de thé. Elle était épuisée physiquement et émotionnellement, mais au moins était-elle au chaud dans son salon. Dana était assise à côté d'elle et lui caressait l'épaule. Les informations étaient diffusées à la télévision, une émission locale. Soudain, le dossier d'Amani apparut à l'écran. Le chiron affichait « Les charges contre l'adolescent accusé de vol ont été abandonnées, un stagiaire de la CIA a été confirmé. » Amani grimaça sous la tension, mais une partie d'elle-même ressentit une vague de fierté. Elle avait été justifiée. Cependant, la victoire lui semblait incomplète. Amani réfléchit à ce qui s'était passé, la police l'avait prise pour cible sans véritable motif, avait ignoré ses preuves et refusé de vérifier le moindre fait. Était-ce du profilage racial pur et dur, ou y avait-il autre chose? Quoi qu'il en soit,
Amani était convaincue qu'une certaine responsabilité était de mise. Elle voulait porter plainte, voire intenter une action civile, mais elle se demandait si c'était judicieux ou si cela l'exposerait à de nouveaux dangers. Quelques jours plus tard, Amani reçut un appel de mademoiselle Harrington. « Amani, comment vas-tu » lui demanda-t-elle. Amani déglutit. « D'accord, je suppose. J'essaie juste de digérer tout ça. J'ai parlé à mes supérieurs à l'anglais. Ils sont au courant de la situation. L'agence n'intervient généralement pas dans les affaires de police locale, mais nous tenons à ce que vous sachiez que nous vous soutenons. Vous continuez de participer au programme de sensibilisation des personnes à haut potentiel si vous souhaitez continuer. » Le soulagement envahit Amani. Elle craignait que ces démêlés avec la justice ne compromettent ses chances de rejoindre la CIA. « Je le veux, dit-elle doucement. Je veux continuer, mais je veux aussi. » Elle marqua une pause, incertaine de pouvoir partager ses réflexions sur la nécessité de rendre des comptes. Mademoiselle Harrington l'interrompit doucement. « Vous avez parfaitement le droit de demander justice, Amani, mais soyez prudent. Certains de ces problèmes locaux peuvent susciter des résistances. Si vous décidez de porter plainte ou d'intenter une action en justice, l'agence ne peut pas officiellement vous soutenir. Cependant, nous ne vous en empêcherons pas. » Après la fin de l'appel, Amani ressentit à la fois gratitude et frustration. La CIA ne l'entraverait ni ne l'aiderait, mais au moins, elle ne la pénalisait pas pour avoir parlé. Ce soir-là, Amani et sa mère étaient assises à la table de la cuisine et discutaient des options avec M. Klein. Elles décidèrent finalement de déposer une plainte officielle auprès du comité des plaintes contre la police de Washington et d'envisager une action en justice pour atteinte aux droits civiques pour arrestation injustifiée et détresse émotionnelle. Lorsque les plans d'Amani ont éclaté, les médias se sont à nouveau emparés de l'affaire. Il était inhabituel de voir une jeune femme de 18 ans, stagiaire active de la CIA, s'attaquer aux forces de l'ordre. Certains médias l'ont présentée comme une héroïne, un symbole pour ceux qui avaient été lésés par les forces de l'ordre. D'autres ont remis en question ses motivations, l'accusant de chercher à tirer profit de son calvaire ou de semer le trouble. Amani fit de son mieux pour ignorer les bavardages, se concentrant plutôt sur sa prochaine remise de diplôme et son avenir proche à l'université Howard. Mais le destin lui réservait d'autres surprises. Un après-midi, alors qu'Amani était assise dans le bureau exigu de M. Klein, ils discutaient du procès lorsque le téléphone sonna. M. Klein répondit, écouta un instant, puis écarquilla les yeux. « C'est vrai, dit-il. »« Vraiment ? On arrive tout de suite. » Il raccrocha et fixa Amani d'un regard sérieux. C'était l'inspectrice Morgan. « Elle veut vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Amani sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi l'inspecteur qui avait procédé à son arrestation aurait-il voulu lui parler maintenant? L'inspecteur Morgan retrouva Amani et M. Klein dans un petit café près du commissariat, en civil pour éviter tout regard. Prudente, elle scruta la pièce du regard avant de se glisser dans un box. Une fois assis, elle se pencha. « Je ne devrais pas te dire ça, dit-elle doucement, mais j'en ai assez de voir des innocents se faire piéger. J'ai des informations sur O'Donnell et Marsden. » Amani et M. Klein échangèrent un regard. « Nous vous écoutons, » dit M. Klein. Morgan prit une grande inspiration. Ils font partie d'un réseau informel d'agents qui, disons, ont l'habitude de gonfler leurs statistiques d'arrestation. Ils ciblent les cibles faciles, les jeunes noirs, les immigrés, les personnes moins susceptibles d'avoir les ressources nécessaires pour riposter. Ils obtiennent des promotions et des félicitations pour leur travail de réduction de la criminalité. Le témoin oculaire qui a témoigné contre vous? Un informateur rémunéré. Ils font appel à lui dès qu'ils ont besoin d'une identification rapide pour boucler une affaire. Une vague de nausées envahit Amani. « C'est comme ça qu'ils montent des dossiers ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Morgan hocha la tête d'un air sombre. « J'ai enquêté discrètement, mais vous savez comment fonctionne le mur bleu. J'ai suffisamment de preuves partielles pour éveiller les soupçons, mais pas une affaire concluante. Si vous poursuivez votre plainte et que nous réunissons nos preuves, nous pourrons peut-être faire toute la lumière sur cette affaire. Mais nous aurons besoin de plus de documents, de témoignages, de tout ce que nous pourrons trouver qui relie ces policiers à des fautes professionnelles. » Monsieur Klein se frotta le menton d'un air pensif. « Êtes-vous prêt à partager cette information ?» Morgan hésita. « Je dois faire preuve de la plus grande prudence. Ma propre carrière pourrait être en jeu. Mais oui, je suis prêt.
Si cela signifie enfin dénoncer leur corruption, je le ferai. Amani ressentit une vague d'admiration pour Morgan. Elle l'avait d'abord considéré comme un simple élément du système, mais voilà qu'elle risquait sa position pour faire ce qui était juste. Que puis-je faire pour aider? Demanda Amani, déterminée. Morgan leva les yeux vers Amani. Votre histoire est cruciale. Non seulement vous avez la preuve d'une arrestation injustifiée, mais votre affiliation à la CIA a suscité suffisamment de publicité pour que, si vous témoignez, les gens vous écoutent. Ensuite, il y a la question des preuves fabriquées et du parjure de Brown. Si nous trouvons d'autres personnes ayant vécu la même épreuve et disposées à témoigner, nous pourrons intenter une action collective. L'esprit d'Amani s'agita. Elle imagina l'ampleur que cela pourrait prendre. C'était à la fois effrayant et exaltant. Elle repensa à ses propres nuits blanches en prison, à son sentiment d'impuissance. Personne ne devrait avoir à endurer cela pour un crime qu'il n'a pas commis. Sa décision fut prise à cet instant. Je suis partante, dit-elle. Je veux que ces policiers rendent des comptes. Allons-y. Ainsi commença un tourbillon de rencontres et d'appels téléphoniques clandestins. L'inspectrice Morgan fournit à Amani et à M. Klein des listes de victimes potentielles au nom de personnes qu'elle soupçonnait O'Donnell et Marston d'avoir injustement ciblées. Certaines avaient quitté la ville, tandis que d'autres croulaient encore dans l'incertitude, sans les moyens ni les connaissances nécessaires pour riposter. Amani et Dana ont passé des soirées à appeler ces personnes, écoutant des récits poignants d'intimidation, de fausses accusations et de plaidoyers de culpabilité forcée. Certaines hésitaient à se manifester, craignant des représailles policières. D'autres ont saisi l'occasion de se laver de toute responsabilité. Alors que les jours se transformaient en semaines, Amani jonglait entre terminer son dernier semestre de lycée, préparer l'orientation à l'université Howard et constituer une coalition de personnes victimes de policiers sans scrupules. Les médias locaux en ont eu vent et ont surnommé Amani la jeune lanceuse d'alerte. Elle détestait cette étiquette sensationnaliste, mais reconnaissait son pouvoir d'attirer l'attention sur la vérité. La ville était sous tension. La police de Washington D.C. a ouvert une enquête interne. O'Donnell et Marston ont été placés en congé administratif, une mesure qu'Amani savait largement symbolique. Elle recevait également des appels téléphoniques inquiétants à des heures indues, pas d'identification de l'appelant, juste une respiration haletante ou des menaces chuchotées lui demandant d'abandonner les poursuites. Elle signalait chaque incident à M. Klein, qui l'exhortait à la prudence. L'inspecteur Morgan soupçonnait qu'il s'agissait peut-être d'associés d'O'Donnell et Marston cherchant à intimider Amani. Tout cela pesait lourdement sur la santé mentale d'Amani. Elle se réveillait presque toutes les nuits, trempée de sueur, hantée par des cauchemars qui se répétaient au moment de son arrestation. Parfois, elle rêvait qu'elle entrait simplement dans une supérette et qu'elle trouvait O'Donnell qui l'attendait pour la coincer. Dans ses rêves, Amani criait à l'aide, mais sa voix restait muette. Chaque matin, elle luttait pour s'en remettre, se répétant qu'elle était désormais en sécurité, qu'elle se battait. Mais certains traumatismes persistent comme des fantômes, refusant d'être exorcisés par la seule force de la volonté. Malgré tout, Amani s'est accrochée fermement à l'amour de sa mère, au soutien prudent de Mademoiselle Harrington et à sa foi inébranlable en la justice. Dans le sanctuaire silencieux de sa chambre, elle trouvait des moments de paix. Là, elle s'attaquait aux énigmes complexes de décryptage de ses cours à la CIA ou consignait ses pensées dans un journal. Elle écrivait sur la dualité surréaliste de sa vie, à la fois stagiaire adolescente à la CIA et militante des droits civiques. Elle parlait de ses camarades de classe, qui la regardaient avec un étrange mélange d'admiration et d'hésitation. La plupart croyaient à son histoire où ils l'avaient vue à l'école, après tout, mais Amani sentait que certains étaient mal à l'aise face à cette attention. Le jour de la remise des diplômes du lycée universitaire Benjamin Banker, Amani a traversé la scène sous les acclamations de ses camarades et une ovation debout du corps enseignant. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a reçu son diplôme, les yeux embués de larmes. C'était le fruit d'années de dévouement, mais une part d'elle savait que son véritable combat ne faisait que commencer. Fin juin, sa plainte au civil contre les agents O'Donnell, Marston et la police de Washington D.C. a eu sa première audience majeure. La ville avait déposé une requête en rejet, affirmant que ces allégations étaient infondées. Mais Amani et son avocat, Maître Klein, étaient arrivés parfaitement préparés, munis de déclarations d'autres victimes, du témoignage de l'inspectrice Morgan et de preuves tangibles liant les agents à des fautes répétées. L'audience eut lieu dans le même palais de justice où Amani avait autrefois comparu comme accusée. Elle arpentait désormais les couloirs la tête haute, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon noir ajusté. Sa mère marchait à ses côtés, rayonnant d'une force tranquille.
Monsieur Klein portait une serviette bien remplie, l'air calme et concentré. Dans la salle d'audience, Amani revit O'Donnell et Marsden pour la première fois depuis son procès. Leur regard la fixait avec une hostilité manifeste. À côté d'eux était assis un avocat en costume impeccable, qu'Amani connaissait pour avoir travaillé sur plusieurs affaires très médiatisées de malversation policière. L'atmosphère était tendue. L'inspectrice Morgan a témoigné la première, décrivant une série d'arrestations douteuses menées par les deux policiers. Elle a parlé d'informateurs rémunérés et de pressions incessantes pour « nettoyer les rues » par tous les moyens nécessaires. Puis Amani a témoigné. Elle a décrit son calvaire avec précision, comment elle a été arrêtée sans motif, comment ses supplications ont été ignorées, comment ses papiers d'identité légitimes ont été considérés comme faux. Elle a évoqué son stage à la CIA, veillant à ne pas révéler d'informations classifiées, mais précisant que son poste était réel et que les agents n'avaient rien fait pour vérifier son identité. Monsieur Klein a présenté les témoignages de 6 autres personnes accusées à tort sous les ordres d'O'Donnell et Marsden. Les agissements étaient sans équivoque, intimidation, preuves fabriquées et mensonges éhontés. L'ensemble de leurs récits dressait un portrait accablant d'abus systématiques. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat des policiers a tenté de dépeindre Amani comme une fauteuse de troubles, suggérant qu'elle alimentait une frénésie médiatique. Mais elle est restée calme. Calmement, elle a expliqué qu'elle souhaitait seulement laver son honneur et éviter que d'autres ne subissent le même sort. Son assurance a suscité de discrets hochements de tête parmi les spectateurs présents dans la galerie. Puis vint le tournant, le juge rejeta la requête en irrecevabilité de la ville, invoquant des preuves substantielles justifiant un procès complet. Les visages d'O'Donnell et de Marsden s'assombrirent. Amani expira. Son dossier allait avancer. Elle avait franchi la première barrière. La justice n'était plus un lointain espoir, c'était une réelle possibilité. Dans les semaines qui suivirent, des négociations à huis clos commencèrent. La ville, désormais soumise à une pression publique croissante, émit l'idée d'un accord financier et promit des réformes. Mais Amani et les autres plaignants hésitaient. Ils avaient besoin de plus que de l'argent, ils voulaient un véritable changement et une reconnaissance publique de leurs torts. À cette époque, Amani reçut une invitation inattendue. Une organisation locale de lutte contre la corruption policière organisait une petite cérémonie et souhaitait rendre hommage à son courage. Elle hésitait, craignant d'attirer l'attention, mais Dana l'encouragea à y aller. « Votre histoire donne de l'espoir », dit-elle. Ce soir-là, Amani se tenait sur une modeste scène du centre communautaire, face à une foule de militants, de voisins et de familles. Certains avaient les larmes aux yeux, encore en train de se remettre de leurs propres injustices. « Je n'ai que 18 ans », a déclaré Amani au micro, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu être dans cette situation. Mais quand le système essaie de vous briser, parfois, on n'a d'autre choix que de se lever. Je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont rejointe dans ce combat. » Les applaudissements furent tonitruants. Mais le regard d'Amani se posa sur un visage familier au fond de la salle, Mademoiselle Harrington, qui s'était glissée discrètement et lui avait adressé un discret signe de tête respectueux. Amani sourit, le cœur rempli. Alors que l'été avançait, Amani jonglait entre la préparation de l'orientation à l'université Howard, la poursuite de ses études à la CIA et la finalisation de ses affaires juridiques. Des rumeurs circulaient selon lesquelles O'Donnell et Marsden faisaient l'objet d'une enquête interne. D'éventuelles poursuites pénales se profilaient. Puis, en août, près d'un an après son arrestation, tout a basculé. Travis Brown, le faux témoin oculaire qui avait témoigné contre elle, a accepté un arrangement. En échange de sa clémence, il a fourni la preuve qu'O'Donnell et Marsden l'avaient payé pour mentir, non seulement sur Amani, mais aussi sur d'autres. La ville n'avait pas le choix. Elle a abandonné sa défense des policiers. Quelques jours plus tard, O'Donnell et Marsden ont été arrêtés pour complot, obstruction à la justice et multiples chefs de parjure. La presse locale a fait grand bruit, des policiers corrompus inculpés après qu'un adolescent lanceur d'alerte a révélé des mensonges. Amani ressentait un mélange d'émotions, satisfaction, certes, mais aussi tristesse. Elle ne prenait aucun plaisir à voir des vies s'effondrer. Pourtant, la justice exigeait des conséquences. Leur procès pénal s'est déroulé rapidement. Fort du témoignage de Brown, des conclusions de l'inspecteur Morgan et de preuves accablantes, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Les 2 policiers ont été condamnés à des peines de prison et leurs badges ont été définitivement révoqués. En regardant le verdict à la télévision, Amani sentit les larmes couler sur ses joues. Elle se souvenait de son sentiment d'impuissance lorsque ces hommes l'avaient menottée. Maintenant,
ils allaient subir les conséquences de leurs sévices. La situation s'était inversée. Par la suite, la ville a conclu un accord à l'amiable sur le procès civil. L'indemnisation financière était importante, non seulement pour Amani, mais aussi pour tous les plaignants qui s'étaient manifestés. Plus important encore, l'accord prévoyait une réforme policière contraignante, un meilleur contrôle des informateurs, une responsabilisation renforcée et une formation obligatoire sur les préjugés raciaux. Lors d'une conférence de presse, la maire a qualifié l'histoire d'Amani de « catalyseur d'un changement significatif ». Elle espérait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une comédie politique. Cet argent permettrait de financer ses études et d'aider sa mère à régler ses factures impayées. Mais pour Amani, la plus grande victoire était symbolique. Elle s'était battue pour elle-même et pour une communauté longtemps ignorée par le système. Elle fit ses valises pour l'université avec un sentiment de triomphe discret. Son admission à l'université Howard était assurée. Son stage à la CIA était de nouveau sur les rails, cette fois dans un cadre plus officiel. Fin août, Amani a foulé le campus Howard pour la première fois en tant qu'étudiante. Le soleil illuminait les bâtiments historiques et le flot constant des nouveaux étudiants. La fierté la submergeait. Elle arpentait les mêmes lieux que des figures emblématiques du mouvement des droits civiques et des esprits brillants avant elle. Elle rencontra sa colocataire, Chenise, étudiante en sociologie, qui la reconnut grâce aux informations, mais resta décontractée. Ce soir-là, Amani alla se promener tranquillement sur le campus. Le crépuscule dessinait de longues ombres sur la cour, et l'air embaumait le chèvrefeuille. Son téléphone vibra. C'était mademoiselle Harrington. « Je pensais justement à toi », dit Amani avec un sourire. « Je voulais te féliciter », répondit-elle, la fierté dans la voix. « Entrer à l'université est une étape importante. »« Je n'arrive toujours pas à croire tout ce chemin parcouru », répondit Amani. « Il y a quelques mois, je pensais finir en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Aujourd'hui, je suis en première année à Howard et je fais un stage à la CIA. C'est surréaliste. Parfois, la vie nous réserve des surprises, a déclaré mademoiselle Harrington. Vous avez géré la vôtre avec une grâce remarquable. L'agence est fière de vous compter parmi nous. Un brillant avenir vous attend. Après l'appel, Amani rangea son téléphone dans sa poche. Elle repensa au jour de son arrestation, au poids insupportable de l'injustice. Puis elle se souvint du dernier jour au tribunal, le silence haletant où elle exhiba son véritable badge de la CIA, brisant les mensonges qui circulaient autour d'elle. Sous le vaste ciel nocturne, Amani sentit une nouvelle raison d'être éclore en elle. Elle était encore jeune, encore en apprentissage, mais elle avait déjà prouvé qu'une seule voix, même celle d'une adolescente, pouvait remettre en question un système et susciter le changement. Des gens s'étaient ralliés à elle. Ensemble, ils avaient ouvert la voie à la vérité. Demain, les cours commenceraient. Bientôt, elle reprendrait sa formation à la CIA, peut-être même se lancerait-elle dans un projet spécial évoqué par Miss Harrington, un projet qui pourrait mettre à profit ses dons d'analyse. Le chemin à parcourir était incertain, mais Amani l'accueillait favorablement. Elle avait une seconde chance et des bases plus solides. Elle portait en elle la conviction qu'avec de la détermination, des alliés et une foi en la justice, même les systèmes les plus inflexibles pouvaient être contraints à céder. Amani Carter, une jeune fille de 18 ans accusée à tort, était sortie de l'ombre de l'injustice pour entrer dans la lumière d'un avenir prometteur. Et dans cette lumière, elle a vu naître quelque chose de plus grand, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux à qui l'on avait un jour ordonné de garder le silence. Dans la salle d'audience, le marteau du juge a retenti. Affaire classée. Amani expira, stupéfaite. Elle s'était battue. Elle avait enduré. Et maintenant, elle avait gagné. Les policiers qui avaient tenté de la détruire étaient traduits en justice. Le système qui l'avait abandonnée était exposé au grand jour. Dehors, le monde semblait différent. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, mais de toutes les voix réduites au silence, de tous les noms qui n'avaient jamais eu de seconde chance. Et cela, elle le savait, n'était que le début. Parce que lorsqu'une voix s'exprime, elle peut en inspirer des centaines d'autres.